20 minutes. Et il y a Flaubert. Et il y a Flaubert. Alors justement, c'est maintenant. Il y a 140 ans disparaissait Gustave Flaubert, le 8 mai 1880. Madame Bovary, l'éducation sentimentale. Arrêtons-nous un instant sur ce patrimoine culturel français, ce musicien des mots. Oui, un ciseleur, un personnage étonnant, celui qui a modelé les mots comme peu d'êtres ont tenté de le faire. Il a sacrifié toute son énergie, toute sa phénoménale créativité avec une exigence absolue. Alors quel est le personnage ? C'est le fils d'un chirurgien, un grand ponte. Alors vous savez, à l'époque, quand on est grand ponte, c'est la respectabilité, on vous dit du monsieur, on représente l'autorité, ce qui fait que le gamin, comme son frère, ils doivent plutôt filocher, et la petite Caroline aussi. Il est très proche de sa sœur, et ensemble, ils vont s'enticher de la lecture, mais il y a quelque chose qui les fascine. On vit dans une aile de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Rouen. Et on a vu sur quoi quand on est aux fenêtres ? Sur le grand amphithéâtre. Que place-t-on dans l'amphithéâtre ? Les cadavres. Et alors l'été, ça amuse les enfants, il l'écrit, le jeune Flaubert, de voir volter les mouches, elles vont redailler sur les défunts et hop, elles reviennent tout enjouées, bourdonner à nos oreilles. Ça le fascine. Et déjà, il taquine la plume. Et quand il lit, il est dans un enthousiasme invraisemblable. Il se laisse prendre déjà par les mots. Alors, il se mord la lèvre, il se tire les cheveux. Il se met dans un tel état qu'on le voit choir par terre parce qu'il a atteint une sorte d'extase. C'est quand même phénoménal. Mais alors, l'autre extase, il va la rencontrer à 15 ans. On est à Deauville, on a la chance, on est parmi les nantis, et papa emmène la famille sur la plage. Et un soir, il est là, toujours dans cette gaieté, parce que c'est un guéluron invraisemblable, c'est un bouffeur de vie étonnant. Et il aperçoit, c'est une révélation invraisemblable, devant lui l'éclair, sous un chapeau. Elle brode, elle a le teint albâtre. Oh, il ne revient pas, il est bouleversé. Et c'est là que l'on comprend que les émotions gouvernent la physiologie. Car c'est bien quelque chose d'éthéré qui vient perturber. Il est en fièvre, il n'en revient pas. Et il s'aperçoit que cette dame, qui ne l'a même pas regardé, elle l'a dédaigné, laisse son manteau. Ah, coquin divin. Il le ramasse et ira le porter à la dame qui le remercie. Elle s'appelle Elisa Schlesinger, il n'a que 15 ans, elle a 30 ans, et c'est une longue histoire d'amour qui va l'obséder littéralement. On la retrouvera dans tous ses écrits. Ils ne cesseront de se rencontrer à l'occasion, et même à Paris, il ira dans son salon. Alors comment va-t-il monter à Paris ? C'est pas un bon élève. Bon non, il aime les mots, pour le reste, ça ne taquine pas véritablement. Il est dans la dissipation la plus absolue. Alors, si on faisait du droit, ce qui compte, c'est de monter à Paris. Et avec, pourquoi pas, rencontrer Elisa. Et puis il y a son copain, Maxime Ducamp. Et ces bougres-là ont entendu parler de ces dames de convoitise, celles que l'on va lorgner sur les trottoirs, et on s'aiguise les sens. Restons sur les mots. Il dit l'orgie est échevelée, l'orgie hurlante, beuglante, mugissante. Ça sera une obsession toute son existence. Il rencontrera ces dames de petite vertu et aura toujours cet amour d'incandescence, mais inatteignable, pour Elisa. Quelques rencontres quand même de cœur. Louise Collet. Comment jaillit-elle dans sa vie ? Bien malheureusement, ce père qui représente l'autorité décède lorsqu'il a 25 ans. Mais plus grave encore, cette sœur Caroline dont je vous ai parlé attend une petite fille, enfin on va découvrir que ce serait une petite fille, mais elle meurt en couche 2 mois après son père. Il est effondré, il a fait réaliser les masques mortuaires. Il va chez un artiste et là, il y a cette femme qui est en visite dans l'atelier. Ils se rencontrent et c'est une emmerdeuse comme il n'est pas permis. Louise Collet, c'est la jalousie, c'est la taquinerie, c'est tout ce qu'il y a de plus abominable. En plus, elle se croit poète, elle se croit avoir un talent incroyable. Elle ne cessera de le harceler pour qu'il corrige.
Et à un moment donné, elle vient même s'imposer chez lui. Non, mais la correspondance est redoutable. Il se moque d'elle tout le temps, il la rabrouve. Il est dur. Hein. Il faut lire la correspondance. C'est formidable. Ça, avec Georges Sand aussi. Alors, il va y avoir un voyage, parce que pour le moment, disons que c'est un dilettante. Hein. Il est avec la plume, mais il taquine, il ne sait pas vraiment où il va aller. La santé est déficiente. Et on lui conseille d'aller au soleil. Alors avec Maxime Ducamp, on se met carrément le sac sur le dos. Et on ne va pas sur la Côte d'Azur, hein. C'est l'Égypte. Et on va passer par la Turquie, bien évidemment. Je vous laisse sous silence les rencontres avec ces dames. Merci. Oui, mais qui leur laissent quand même un ou deux petits souvenirs. Éric Zemmour. Et ils y vont pour ça. Ils y vont pas pour voir les pyramides. Parce qu'à l'époque, les Égyptiennes avaient une réputation légère. Exactement. Et voilà. Et donc, ils reviennent avec un petit cadeau qui va les poursuivre durant toute leur existence. Et ils s'enferment dans la maison qu'avait achetée son père, Croisset. C'est au-dessus de Rouen. Et là, il a son bureau. Avec les plumes d'oie. Car quand on a l'audace de vouloir faire en sorte que le verbe chante, qu'il soit étincelant, on dessine chaque lettre. Ça vous permet de mieux apprécier. C'est l'âme qui s'imprime sur le papier. Et l'encre lui vient d'un encrier qui est en forme de crapaud. Alors, à la fin de la journée, forcément, il a les doigts tout noirs, mais qu'importe. L'essentiel, c'est d'avoir bûcheronné, car c'est dur dans cette exigence. Et l'après-midi, c'est le gueuloir. Ah, il se met en transe, il reprend les textes du matin. Déjà, il a griffonné, il y a des ratures partout. Et le voilà, il part, il s'énerve, il est là, il suffoque, il sue. Et il s'aperçoit que la moitié est à jeter. En 5 jours, il fait, en écrivant 8 heures par jour, 2 pages maximum. Et c'est comme ça que naîtra Madame Bovary. Quel travail, quand même. Non, mais c'est extraordinaire. C'est l'exigence absolue. Il ne veut pas être édité pour être édité. Et quand il propose Madame Bovary, ça sera une revue, la Revue de Paris. Et très rapidement, on les rappelle à l'ordre. Mais c'est un texte intolérable. Ça touche l'Église, ça avilit l'Église. Alors, c'est encore plus grave. L'adultère, les bonnes mœurs sont menacées. Mais malgré les rappels, il veut que le livre sorte. Et il va y avoir le procès avec un dénommé Picard. Alors, quand vous vous appelez Picard, forcément, vous avez l'ivresse des grandeurs. Et cet homme-là veut faire condamner Flaubert. Il y parviendrait si Napoléon III n'intervenait pas. Et pourquoi il intervient, Napoléon III ? Parce qu'il est malicieux, Flaubert. Il connaît, c'est vrai, Mathilde, la princesse Mathilde. Et il obtient que Napoléon III intervienne parce qu'il dit « vous allez perdre les élections si je suis condamné ». Donc il s'en tirera simplement avec un blâme. Les dernières années, c'est la relation avec Georges Sand, très épistolaire. Il est effondré quand elle disparaît. Il pleure, mais vraiment, il est retourné. Et puis il y a l'homme qui lui apporte énormément. Ça sera une très 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 belle connivence. Tous ceux qui l'ont accompagné jusqu'à là se sont éteints les uns derrière les autres. Et celui qui l'accompagne, c'est Maupassant. N'oubliez jamais de lire Maupassant, Flaubert, Maupassant, vous allez vous griser. Mais leur combat, à tous les deux, c'est la bêtise, c'est la bourgeoisie, c'est MacMahon, c'est Thiers. Ils écrivent des pages épouvantables et leur combat, c'est de faire choir cette bourgeoisie inepte, cette bourgeoisie indigne, mais le peuple les effraie tout autant. Oui, Formidable. il détestait la commune. Je suis très étonné que Marc n'ait pas raconté comment Maupassant venait à... J'ai pas toujours... Non, mais c'est parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est pour ça. On lui racontait ses orgies parisiennes. Et ça amusait beaucoup Flaubert. Et Maupassant écrivait j'ai eu telle relation, telle, il donnait tous les détails à Flaubert. C'était un peu son père adoptif. Et c'est ça. C'était très amusant entre eux. Et toujours l'orgie, vous voyez, pour les gouvernants. Merci Christine, c'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais en tout cas, ce travailleur et ce musicien des mots, c'est avec beaucoup de travail acharné. Ah oui. C'est ce que. Il y a un mot d'Alexandre Dumas qui se moquait de lui, qui disait il prend une forêt pour faire une boîte d'allumettes. Voilà. Le contraire de Balzac. C'est le contraire d'Alexandre Dumas qui lui en écrivait. Voilà, et comme du coup, un pays francophone, ou partiellement francophone, où on le déteste, devinez lequel ? C'est la Tunisie.
parce qu'il a Pourquoi ? détruit leur réputation Ah bah oui. avec les Carthaginois à cause de Salammbô, avec oui. les enfants qu'on jetait dans la gueule de Baal et tout ça. Alors, Rodimane, vous revenez quand vous voulez. Alors, les chiffres de Jérôme Salomon, avant de terminer, puisqu'on va parler de la culture et du plan culture. Oui, bien sûr. Pour terminer, mais encore. les chiffres sont tombés, on va exactement le lien, avec 264 679 morts dans le monde, 23 208 hospitalisations, 2961 personnes en réanimation, moins 186 en 24 heures. On a 55 027 guérisons, un chiffre bien en augmentation. Et puis quand même, 178 décès en 24 heures. C'est nettement moins que hier, avant-hier, que le début de la semaine, avec 25 987 décès au total. On a une diminution des décès. Rebondissons sur Éric de Rickmatten. Vous savez que on est vraiment, je crois qu'on est en fraternité les uns et les autres. Mais tout à l'heure, quand il disait, voilà, c'est terrifiant, le tueur, il est parmi nous. La grippe saisonnière dans le monde fait 650 000 morts. Hein. Marc, donc on en est très loin. D'accord. Vous nous le redirez à chaque fois. Quand c'est nécessaire. On vous adore. Alors maintenant on va faire le lien justement avec la culture et ce plan de déconfinement culturel, on en est où ? Le secteur de la culture, il est prudent, voire même en colère, toujours après les annonces d'Emmanuel Macron. Il a pris des mesures concrètes pour les intermittents. Il souhaite par exemple que les artistes s'investissent davantage auprès des jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez retenir des annonces d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'on peut dire que la culture est réservée, elle est encore trop élitiste ? C'était le sens un peu de ces mesures ? Après ces cris du monde culturel. D'abord, il a quand même été très généreux. Alors, Éric nous dirait à juste titre que c'est encore avec l'argent de la dette, mais en tout cas, il a encore assuré les intermittents, etc. Là, on peut dire qu'il n'a pas lésiné. Maintenant, sur l'élitisme de la culture, si vous voulez, c'est un vieux mythe français. C'est un vieux mythe français d'essayer d'apporter la culture aux classes populaires. C'est né après-guerre avec Jean Vilar, avec le TNP de Jean Vilar, avec la politique de Malraux, des maisons de la culture dans les années 60. D'ailleurs, qui reprenait une politique qui avait été inaugurée et par le Front populaire et par Vichy. Et ensuite, après-guerre, ça s'est mis en forme. Donc ça, vous voyez, c'est le vieux mythe français de démocratiser la culture, d'apporter la culture au peuple, etc. Très louable, très louable. Malheureusement, si vous voulez, ça a marché, je vous dis, dans les années 50, 60, le Festival d'Avignon, le TNP de Jean Vilar, les maisons de la culture, tout ça. Là, depuis, ça a quand même pris un peu de plomb dans l'aile. Il a souhaité que les artistes se réinventent pour toucher davantage la jeunesse. La culture, est-ce qu'elle n'est pas effectivement un bon moyen pour permettre à certains jeunes, les jeunes de banlieue qui sont parfois un peu délaissés, de mieux s'intégrer dans la société ? Alors ça, c'est un autre mythe. Ah oui ? C'est le mythe de Jack Lang depuis les années 80. C'est-à-dire, vous savez, avant, les enfants qui venaient d'étrangers, de l'immigration, on les assimilait par l'école républicaine. On leur enseignait l'histoire de France, la langue française, Flaubert, la culture française, et ils devenaient français par l'histoire, par la culture. Et puis à partir des années 80, on a dit non, ça c'est pas bien, c'est l'assimilation, ça dénature la culture d'origine, etc. Ça oblige les gens à choisir, c'est pas bien, etc. On va intégrer par une culture plus festive, vous voyez, toutes les années 80, avec Jack Lang, avec le hip-hop, avec etc. Et là, Jack Lang a vraiment forcé dans la démagogie, c'est-à-dire qu'on a tout mis au même niveau. Mozart et le rap, c'était la même chose. Et ça a encore moins marché que ce que je vous disais tout à l'heure. Ça a permis à quelques personnes de sortir du lot, le syndrome Jamel Debbouze, ils sont devenus des vedettes, tant mieux pour eux. Pour le reste, on a vu en novembre dernier, vous vous souvenez, quand on a brûlé, des jeunes de Chanteloup-les-Vignes ont brûlé le cirque, c'était comme un symbole de l'échec de cette politique culturelle. Dont la plupart ne veulent pas et qui préfèrent leur endogamie culturelle, je dirais, islamique et arabo-musulmane. Et loin de ce rêve de l'intégration par la culture. Ils ne veulent pas, ou bien... Après, je vous donne la parole. Ils ne veulent pas, ou bien on leur apprend mal? Moi, je pense qu'ils n'en veulent pas.
En tout cas, il y a toujours des exceptions, hein, comme Oui, toujours. oui. Mais massivement, ils n'en veulent pas. Maintenant, on leur apprend mal, vous savez, on apprend toujours mal, mais quand le public n'est pas réceptif... Marc Il y a quand Menon, même quelques exceptions. Mais j'ai dit, il y a des exceptions, heureusement, grâce à Ce Dieu. sont des foyers d'optimisme, enfin, pour moi, vous me traitez Mais c'est d'humaniste. toujours notre discussion. Mais oui, Moi, je ne suis pas optimiste. Mais on a vu une pièce de théâtre il y a 5-6 ans. C'est-à-dire que des gamins qui ignoraient pratiquement la langue, ils étaient démunis. 2 ou 3 professeurs leur ont dit caresser les mots, à la Flaubert. Ils se les sont appropriés. Ils ont joué une pièce de théâtre. Ils sont devenus fous amoureux de notre langue et du théâtre. Il y a ce concours d'éloquence qui est mené par des avocats. Et là encore, on leur donne ces mots qu'ils se mettent sous la langue, ils les croquent comme des bonbons. Et forcément, ça leur permet de rejoindre notre société mon cher et de Marc, sortir des mauvaises Tout tentatives. On a à votre fait vision à d'accord. chacun. Mais c'est toujours la même chose. Vous savez, c'est notre vieille discussion, les individus et les masses. Il y a heureusement des individus qui échappent à cette malédiction des masses. rapidement, Harold Iman, ensuite j'ai une autre Oui, question. est-ce qu'on ne pourrait pas dire que leurs aînés, assez jeunes, auraient bien voulu, si on avait su leur communiquer, mais que maintenant, leurs petits frères n'en veulent certainement pas. C'est-à-dire, il y a eu un ratage au début des années 80. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que l'école fonctionnait encore correctement dans les années 80 et que par l'école, on pouvait très bien accéder à cette culture française. On apprenait encore Flaubert, d'ailleurs on l'apprend encore aujourd'hui. Donc si on veut, vous savez, si on a vraiment la passion de la culture française, et d'ailleurs il y en a, Marc a raison. Il y en a qui prouvent bien d'ailleurs que même s'ils sont une infime minorité, ça prouve bien que ça peut marcher. Moi, je suis désolé, je pense que l'école n'a pas failli. Mais Une bon, dernière voilà. question, Éric Zemmour. On a vu plusieurs tribunes d'artistes qui ont appelé le président de la République à prendre des mesures au niveau de la culture. C'est la preuve que la vie culturelle a un rôle prépondérant dans la société, à l'échelle politique. Quel rôle, quel poids la culture a-t-elle sur la politique, Alors, sur le Il y politique? a plusieurs choses. D'abord, il y a l'histoire de France, c'est-à-dire la France se vit comme une nation littéraire. C'est une nation qui se vit comme ça. Vous savez, c'est le mot, je ne sais plus, une dame étrangère d'un de nos écrivains français qui avait dit à son fils, il faut aller en France parce que c'est Victor Hugo qui est président de la République. Voilà, c'est le mythe français. C'est la France, et d'ailleurs c'est légitime, puisqu'on a, vous savez, les Anglais ont Shakespeare, les autres ont Dante, et nous on en a des dizaines. On pourrait faire tous les soirs, avec Marc, une soirée sur un écrivain, un grand écrivain français. Donc c'est la France. Elle se vit comme ça, elle se voit comme ça, et les autres nous voient comme ça. Ça, c'est une première chose. Donc évidemment, il y a une influence. Vous vous souvenez de Sartre, pendant les années 60, condamnant la politique du général de Gaulle, et le général de Gaulle disant, parce qu'on devait le mettre en prison, parce qu'il avait vraiment abusé, et de Gaulle disant, on ne met pas Voltaire en prison. Vous voyez, ça c'est la France. Bon, ça, c'est une première chose. Et puis, il y a le monde de la culture. Le monde de la culture qui est... Alors, encore une fois, Marc va me dire qu'il y a des exceptions. Évidemment qu'il y en a. Mais globalement, qui est complètement endoctriné par le politiquement correct, par l'idéologie dominante, antiraciste, féministe, etc. Et ces gens écologistes, maintenant, ces gens-là sont ainsi comme ils étaient communistes dans les années 50. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions. Il y a un Lucchini, il y a un Delon, il y a... Vous voyez, mais globalement... Pourquoi? Quel est le lien? Pourquoi? Le lien, c'est simple, c'est que c'est une machine... 10 secondes. Les acteurs sont devenus, et depuis longtemps, sur le modèle américain d'ailleurs d'Hollywood, une machine de propagande idéologique. Et comme en plus les médias, depuis une trentaine d'années, en font des icônes et des prophètes et les grands prêtres de la religion politiquement correcte, on les interroge pour avoir leur avis, donc ils le donnent. Et vous savez, ma conclusion, Diderot avait une phrase magnifique sur ce qu'il appelait le paradoxe du comédien. C'est-à-dire, il disait, le comédien doit être vide pour pouvoir se remplir de ses rôles. Et ben, aujourd'hui, c'est la même chose, simplement, ils se remplissent du politiquement correct et ils le délivrent sur tous les plateaux de télévision. Voilà de quoi discuter avec Marc Menon après l'émission. Il est 20h, les applaudissements pour le personnel hospitalier. On va à Issy-les-Moulineaux, rue des Écoles. On va aussi rue du Commerce à Paris pour les 55 000 guérisons.
Dans un instant, Pascal Praud et ses invités qui reviennent sur les annonces de déconfinement du Premier ministre et on se retrouve lundi 19h.